Bonjour à toutes et à tous, je vais donc vous parler de foule aujourd'hui et on va se poser une question un peu étonnante. On va se demander si la foule est une entité qu'on peut considérer comme intelligente ou au contraire comme plutôt stupide ou irrationnelle. Alors vous avez peut-être comme ça des idées qui vous viennent déjà en tête spontanément. Imaginez par exemple que vous puissiez rassembler, disons, 1 millier de personnes et mesurer l'intelligence collective de cet ensemble. Est-ce que vous obtiendrez une valeur qui est, disons, supérieure ou inférieure à l'intelligence de chaque individu pris séparément? Est-ce que cette valeur, ce serait quelque chose comme la moyenne des intelligences des gens qui composent le groupe? Alors, c'est des questions qui nous paraissent un peu abstraites comme ça. Et en fait, la réponse est loin d'être simple, hein. Il y a des dizaines de laboratoires à travers le monde qui travaillent sur cette question, dont le mien par exemple. Et le grand public aussi a généralement un avis assez marqué là-dessus. Si vous faites par exemple une recherche rapide sur Internet, vous allez tomber sur tout un tas de citations croustillantes, comme par exemple l'intelligence d'une foule est inversement proportionnelle au nombre d'individus qui la composent. D'accord? Donc plus on est nombreux, plus on est bête en quelque sorte. Ou encore une deuxième, le QI d'une foule est égal à celui du plus imbécile de ses membres. Donc il y en a beaucoup comme ça sur Internet, hein, vous pouvez faire vos propres recherches si vous voulez. Ce sont des citations qui sont attribuées un peu à n'importe qui en fonction des sites. Souvent c'est Einstein ou Gandhi, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, bref, moi mon métier, c'est pas de chercher des citations sur Internet, c'est de faire de la science. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaie de répondre à cette question un peu plus proprement avec une démarche scientifique. Alors cet aperçu qu'on a sur le web, ça nous apprend déjà quand même quelque chose d'intéressant. C'est que le grand public a une image plutôt négative des capacités intellectuelles d'une foule. Et c'est ce que révèle aussi ce petit sondage que j'ai fait avec vous avant ma présentation. À votre avis, la foule plutôt intelligente, plutôt stupide? Eh bien, la grande majorité d'entre vous a effectivement une vision négative de la foule. Alors c'est un peu une question piège, hein, j'avoue, parce que je n'ai pas laissé d'intermédiaire entre les deux propositions. J'aurais pu rajouter un peu des deux, ou ça dépend du contexte, qui aurait été beaucoup plus propre scientifiquement parlant. Mais là, j'ai fait exprès de vous pousser un petit peu dans les extrêmes. Alors d'où vient cette impression populaire que la foule nous rend stupides? Eh bien, tout simplement des faits. On peut en citer quelques-uns. La foule, par exemple, est capable de s'entretuer pendant un simple festival de musique. Ici, vous avez l'exemple de la bousculade qui a eu lieu à la Love Parade en 2010 à Duisburg, en Allemagne, et qui a fait 21 victimes. C'est un événement qu'on a beaucoup étudié dans les laboratoires de recherche. À partir des images de vidéosurveillance comme celle-ci, on a pu comprendre et modéliser comment se propagent ces vagues de bousculades à travers la foule qui font chuter les individus et qui sont donc la principale source de danger pendant ce genre d'accident. Il y a eu aussi récemment une nouvelle tragédie en Israël et d'une manière générale, ce sont des accidents qui se produisent en moyenne plusieurs fois par an. Ici, je vous montre une carte des principaux pays touchés par ces bousculades mortelles. Les pays avec les plus importantes densités de population sont les plus exposés, ainsi que l'Arabie Saoudite, où se déroule tous les ans le pèlerinage musulman de la Mecque, qui est le plus gros rassemblement de foule régulier qu'on connaisse. C'est d'ailleurs à la Mecque que s'est déroulé le mouvement de foule le plus meurtrier jamais documenté. C'était en septembre 2015, et cette catastrophe a fait plus de 2400 victimes en quelques minutes. La foule aussi est capable de lyncher un homme, par exemple, ou une personne sur une simple rumeur. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on observe plus souvent sur les réseaux sociaux en ce moment. Dans ce genre de lynchage numérique qu'on observe parfois sur Twitter ou sur Facebook, eh bien une petite citation sortie de son contexte peut causer un effet boule de neige où des dizaines de milliers de personnes vont s'unir pour détruire la réputation et la santé mentale d'un individu ou d'une entreprise. La foule panique pour un rien, elle se met à courir dans tous les sens au moindre doute, comme ici à Nice en 2018. Ça s'est passé pendant la diffusion d'un match de foot. On ne sait pas exactement ce qui a causé la panique, mais toujours est-il qu'une personne s'est mise à fuir, elle a été imitée par ses voisins, les voisins par leurs propres voisins, et en quelques minutes, c'est tout le cours Saleya au centre de Nice qui a été frappé par cette fausse alerte. Ça s'est produit aussi à Cannes plus récemment en 2020. Et d'ailleurs, c'est un phénomène que le maire de Cannes a qualifié de folie collective. Donc on est bien, selon lui, dans cette idée de foule irrationnelle. La foule dévalise les rayons de papier toilette dans les supermarchés sans raison rationnelle. C'est quelque chose qu'on a tous vu récemment. Et enfin, elle peut se jeter sur une promotion de quelques euros, par exemple pendant le Black Friday. Voilà, donc tous ces phénomènes nous laissent effectivement penser que quand on est immergé dans la foule, eh bien, on a tendance à se comporter de manière plutôt irrationnelle, ce qu'on ne ferait pas a priori si chacun était libre de ses pensées et détaché, disons, de l'influence des autres. Alors il y a des chercheurs comme moi qui s'intéressent à tous ces phénomènes, hein, je pourrais vous en dire plus pendant la discussion si vous le souhaitez. Historiquement, le tout premier qui s'est intéressé à cette question, c'est Gustave Le Bon, vous connaissez probablement son nom. C'était à la fin du 19e siècle et il a écrit un ouvrage incontournable qui s'appelle La psychologie des foules. C'était en 1895. Et rien qu'à voir l'illustration qui est utilisée pour la couverture du livre,
Eh bien, on se fait déjà une petite idée du point de vue de Gustave Le Bon sur la question. Effectivement, Gustave Le Bon écrit par exemple que les foules sont impulsives, qu'elles sont irritables, incapables de raisonner ou de porter un jugement. Voilà, donc s'il avait pu voter à mon sondage, on se doute un petit peu de quelle option il aurait choisi. Et il n'était pas le seul, hein, à cette époque, la plupart des savants étaient convaincus que le collectif est effectivement un frein à la réflexion intellectuelle. Il y a un disciple de Gustave Le Bon qui s'appelle Francis Galton, qui est un chercheur que j'aime beaucoup, qui avait cette lubie, c'est qu'il voulait toujours mesurer les choses. D'accord. Alors que ses contemporains étaient plutôt dans des exercices de réflexion, de pensée abstraite. Lui, il était toujours dans les chiffres et dans les mesures, ce qui est une très bonne démarche scientifique. Et au début du XXe siècle, eh bien, il se dit, je vais faire ça, je vais mesurer la bêtise collective, la bêtise des foules. Alors il a une idée un peu spéciale. Il va se rendre dans une foire agricole en 1906, où il organise un concours. Il demande à la foule de visiteurs s'ils sont capables d'estimer le poids d'un bœuf qui était exposé sur une estrade. Alors les gens viennent et donnent leurs estimations les uns après les autres, et Galton collecte comme ça 788 estimations sur le poids du bœuf. Alors il récupère ces données, il retourne à son laboratoire et l'analyse est conforme à ses attentes. La foule est effectivement complètement stupide. Elle donne des réponses absurdes allant de 100 kg pour la plus faible, soit à peu près le poids d'un homme, à plusieurs tonnes pour la plus élevée. Donc Galton est satisfait, il conclut sa recherche en écrivant « La foule est stupide, si elle n'est même pas capable d'estimer le poids d'un animal, comment pourrait-elle choisir un président ?» Voilà, donc j'imagine qu'à l'époque, pour lui, estimer le poids d'un bœuf, c'était quelque chose de relativement trivial. Mais en faisant des analyses un peu plus poussées, Galton va mettre en évidence un résultat statistique un peu étonnant. Sur les 788 estimations qu'il a collectées, que je représente ici de manière schématique, la valeur médiane, c'est-à-dire la valeur qui se trouve au milieu de la distribution, était de 547 kg. Or, le bœuf en pesait 545. Ce qui signifie qu'à 2 kg près, le collectif dans son ensemble avait trouvé la bonne réponse, alors même que tous les individus qu'il compose se sont trompés individuellement. Galton trouve ça très bizarre et il publie ce mystérieux résultat l'année suivante, en 1907, dans cet article intitulé Vox Populi, donc la voix du peuple, mais sans vraiment l'expliquer ni le comprendre. Et cet article va être tout simplement ignoré par la communauté scientifique pendant 97 ans, avant de ressurgir d'un seul coup au début des années 2000. Regardez ce graphique que j'aime beaucoup. C'est le nombre de fois où cet article de Galton a été cité par d'autres chercheurs. Donc sur l'axe des abscisses, vous avez les années depuis la publication en 1907, et sur les ordonnées, vous avez le nombre de citations que l'article a reçues. Donc une citation en science, c'est une sorte de reconnaissance de la qualité de l'article par la communauté scientifique. Ça signifie en quelque sorte que cette découverte a engendré d'autres découvertes par la suite. Et vous voyez que pendant près d'un siècle, il ne se passe strictement rien, tout le monde s'en fiche. L'article prend probablement la poussière dans une bibliothèque universitaire. Et puis d'un seul coup, au début des années 2000, poum, c'est l'explosion. Sur les 15 dernières années, l'article a été cité plus de 1000 fois. Et l'ironie de cette histoire, c'est qu'en voulant démontrer la stupidité des foules, eh bien Galton, malgré lui, a servi de catalyseur pour stimuler la recherche sur l'intelligence des foules avec près d'un siècle de décalage. Alors qu'est-ce qui s'est passé au début des années 2000 et c'est quoi le rapport avec cette histoire de bœuf ? Eh bien, autour des années 80, il y a une nouvelle discipline scientifique qui va naître, qui va voir le jour, qui est une branche de la biologie, donc a priori rien à voir, et qu'on appelle l'intelligence en essaim. Alors l'intelligence en essaim, c'est une discipline qui a été boostée par exemple par cette fascinante expérience sur les colonies de fourmis, qui date de 1989 et qui a été conduite par l'équipe d'un chercheur belge qui s'appelle Jean-Louis de Neubourg. Alors je vais vous la décrire rapidement. Vous prenez ce dispositif-là que vous voyez à l'image et vous mettez d'un côté une fourmilière et de l'autre côté une source de nourriture. Vous voyez qu'il y a deux chemins possibles qui connectent le nid et la source de nourriture, un chemin court, rapide, efficace, et un chemin long qui fait un détour inutile. Et alors qu'aucune fourmi individuellement n'est capable de mesurer la longueur des chemins ni de percevoir la différence entre les deux routes, eh bien vous allez constater qu'au bout d'un moment, toute la colonie va emprunter le chemin court pour aller manger. Ce qui est assez mystérieux. Alors comment elles font ? Eh bien en fait les fourmis qui découvrent de la nourriture marquent leur route avec de la phéromone pour attirer les autres. Au début les deux chemins sont marqués de la même façon, mais comme les fourmis font des allers-retours plus rapidement sur le chemin court, eh bien la concentration de phéromones va augmenter plus vite de ce côté-là, et par un effet d'amplification, eh bien toutes les autres routes vont être progressivement abandonnées. Alors je passe un peu vite sur les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin des années 80, on a commencé à comprendre qu'un collectif bien structuré était capable de prouesses cognitives que même le plus intelligent membre du groupe était incapable de réaliser. Comme par exemple trouver le plus court chemin entre deux points, ce qui est un exercice d'optimisation relativement compliqué. Les fourmis peuvent d'ailleurs le faire sur des réseaux bien plus complexes et c'est un principe de calcul distribué tellement efficace
qu'on s'en sert aujourd'hui, par exemple, pour trouver le plus court chemin entre deux ordinateurs dans un réseau, avec des programmes informatiques qui utilisent une sorte de phéromone virtuel. Les découvertes sur cette nouvelle forme d'intelligence, l'intelligence en essaim, s'enchaînent rapidement. On passe d'une espèce à l'autre, des colonies de fourmis aux bancs de poissons, des bancs de poissons aux nuées d'oiseaux. On a par exemple aujourd'hui des modèles très précis qui permettent d'expliquer et de reproduire ce genre de mouvement collectif aérien qui a longtemps fasciné les naturalistes. On sait aujourd'hui que c'est un mouvement collectif complètement décentralisé, donc qui émerge sans qu'aucun leader, sans qu'aucun chef ne soit nécessaire pour coordonner le groupe, et qui permet aux espèces d'animaux sociaux, donc comme les poissons ou les oiseaux, de partager rapidement de l'information sur, par exemple, l'emplacement de nourriture ou sur la présence d'un prédateur. Il y a un livre d'ailleurs qui a marqué un peu cette avancée scientifique et que je vous recommande, qui s'intitule Swarm Intelligence et qui est sorti en 2001. Donc vous voyez, on est pile dans cette phase de transition dont je vous parlais tout à l'heure. Et dans ce contexte, inévitablement, on arrive à un moment donné aux foules humaines vers le début des années 2000. L'expérience de Galton est citée en exemple dans ce livre important de James Surowiecki qui est sorti en 2004, qui s'appelle The Wisdom of Crowds, donc la sagesse des foules, et ce qui a donné lieu à encore plus de recherches sur le sujet et finalement permis de découvrir de nombreuses formes d'intelligence collective dans les foules humaines. Alors je vais vous donner quelques exemples, on va rentrer dans les détails, mais d'abord on va se pencher sur l'expérience de Galton. Comment ça se fait que si vous posez une question à un grand nombre d'individus pris au hasard, la valeur médiane des estimations se rapproche de la bonne réponse? En fait, il s'agit d'une propriété statistique du jugement collectif. Il se trouve que lorsque vous demandez à quelqu'un pris au hasard d'estimer une grandeur, eh bien la probabilité pour que vous tombiez sur une personne qui va surestimer la bonne réponse est à peu près la même que de tomber sur quelqu'un qui va la sous-estimer. Et par conséquent, si vous demandez à plein de monde, eh bien les réponses vont être à peu près réparties de la même façon à droite et à gauche de la bonne réponse, et donc la médiane tombe relativement juste et donne une idée assez précise de la quantité qu'on voulait estimer. Et ce qu'avait pas compris Galton, qui est plutôt contre-intuitif d'ailleurs, il faut bien l'admettre, c'est que le collectif trouve la bonne réponse, alors même que les individus qui le composent vont se tromper, parfois largement. Et tout ça, c'est parce que les erreurs vont en quelque sorte se compenser. En combinant des jugements individuels faux, on peut obtenir un jugement collectif précis. Voilà. Et comme c'est une propriété statistique, eh bien ça reste vrai quel que soit l'objet à estimer. Ici, par exemple, c'est un extrait d'une étude qu'on a conduite avec mes collègues en 2015. On a demandé à 150 participants s'ils étaient capables d'estimer des choses comme la température de fusion de l'aluminium. Ici, par exemple, la bonne réponse est 660 degrés. Vous voyez la distribution des réponses. Et à nouveau, les gens se trompent parfois très largement. Mais la médiane de cette distribution, si je me rappelle bien, tombe autour de 600 degrés, donc étonnamment proche de la bonne réponse. Voilà, je vous ai d'ailleurs préparé une petite démonstration. Je pense que vous commencez à comprendre maintenant ce mystérieux questionnaire que j'ai fait circuler parmi vous avant le début de l'expérience, où je vous ai demandé si vous étiez capable d'estimer combien il y avait de pâtes dans ce bocal. Donc en fait, il s'agit d'une démonstration de l'effet que je suis en train de décrire ici. Je vais vous montrer tout de suite la distribution de vos réponses. La voici, donc j'ai reçu 388 réponses de votre part. Il y a de tout, La plus petite réponse était de 48, donc quelqu'un a estimé qu'il y avait 48 pâtes dans le bocal. Et l'estimation la plus grande était de 258 000, donc 258 000 pâtes dans le bocal. Voilà, c'est vraiment beaucoup trop. La bonne réponse était de 844, donc il y avait 844 pâtes dans le bocal. Je les ai comptées les unes après les autres. Alors en regardant la distribution, vous voyez qu'il y a énormément de gens qui ont sous-estimé la bonne valeur et qui pensaient qu'il y avait, disons, entre 100 et 400 pâtes. Et puis à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui donnent des valeurs très 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 élevées. Je ne les représente pas tous ici parce que la distribution est très étendue. Elle va donc jusqu'à 258 000. Mais comme il y a à peu près autant de monde d'un côté que de l'autre, eh bien la médiane donne une valeur satisfaisante, disons, de 708. Alors je vous avoue que je suis un petit peu déçu là parce que j'ai l'habitude d'avoir une précision bien meilleure que ça quand je fais l'expérience en présentiel. Et là, je pense que le fait de ne pouvoir voir qu'une photo du bocal a peut-être un peu décalé la distribution vers la gauche et c'est pour ça qu'on tombe sur 708 et qu'on n'est pas plus proche de 844. En tout cas, notez que c'est bien la médiane qu'il faut prendre et non pas la moyenne qui est ici de 4855 parce que la moyenne est sensible aux valeurs extrêmes contrairement à la médiane. Et donc vous voyez que même pour quelque chose comme estimer le nombre de pâtes dans un bocal, eh bien ce principe statistique s'applique toujours. Voilà, alors ça c'est juste une forme de ce qu'on pourrait qualifier d'intelligence collective, encore que le terme d'intelligence dans ce cas-là n'est pas parfaitement adapté. Je vais vous montrer d'autres exemples. La partie d'échecs qui est en train de se dérouler devant vos yeux est une expérience qui a été organisée en 1999. Elle oppose en blanc le champion du monde numéro 1 mondial Garry Kasparov et en noir un collectif de 50 000 joueurs amateurs anonymes qui se sont inscrits sur Internet. Alors le collectif joue chaque coup par un vote à majorité.
D'accord? Donc chacun choisit le coup qu'il veut jouer et le déplacement qui a été choisi par le plus grand nombre est reproduit sur l'échiquier. Et contrairement aux attentes des analystes de l'époque qui pensaient que Kasparov allait écraser son adversaire, eh bien la partie a été très équilibrée et s'est achevée après une longue bataille stratégique par la victoire de Garry Kasparov. Alors l'important ici, c'est pas vraiment l'issue de la partie, mais le fait que la partie ait été équilibrée, comme si le grand nombre pouvait en quelque sorte compenser le manque d'expertise. Kasparov lui-même a exprimé sa surprise sur le style de jeu de ce collectif, qu'il a qualifié d'étonnant mélange de nouveautés tactiques et stratégiques. Alors cette idée que le grand nombre peut égaler l'expert, c'est typiquement ce qui est illustré par Wikipédia. Ici, on est dans une autre forme d'intelligence collective, on est dans ce qu'on appelle l'agrégation de connaissances. Alors conceptuellement, juste pour faire le point, pour l'instant, on a vu des techniques de mise en commun des jugements qui font appel par exemple à la médiane, dans le cas de l'expérience de Galton, ou à la majorité dans le cas de la partie d'échecs. Il y a beaucoup d'autres exemples d'ailleurs dans la littérature qui font appel à ce type de processus. Eh bien, pour Wikipédia, on est dans une approche qui est très différente, qu'on appelle la stigmergie, où tous les individus vont travailler simultanément sur une solution commune. Il y a un article et les gens viennent les uns après les autres et sont libres d'ajouter du contenu en fonction de leurs connaissances ou de corriger, voire même de supprimer ce qu'ont fait les prédécesseurs. Ce qui est intéressant, c'est que cette technique de stigmergie, elle nous vient à nouveau des insectes sociaux qui utilisent exactement le même principe, par exemple pour construire une fourmilière ou une termitière. Pour les insectes sociaux, il n'y a pas de plan préétabli, il n'y a pas de chef de chantier pour coordonner le travail. Chaque insecte va contribuer à la construction comme il le veut, entre guillemets, voire même corriger ou détruire ce qu'ont fait les prédécesseurs. Eh bien, pour Wikipédia, c'est exactement le même processus. Alors, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années qui a évalué la qualité des articles sur Wikipédia et qui a conclu que sur Wikipédia, il y a des erreurs. En moyenne, 4 erreurs par article pour les articles scientifiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'étude a comparé le taux d'erreur dans les mêmes articles, mais pris cette fois-ci dans l'encyclopédie Britannica, donc qui est une encyclopédie traditionnelle, structurée verticalement, où les articles sont écrits par des experts du domaine. Et on retrouve le même taux d'erreur, à nouveau autour de 3 ou 4 erreurs par article. Donc à nouveau, ce qu'on voit ici, c'est que lorsque le collectif est bien organisé, eh bien, il atteint des performances qui sont juste semblables, similaires à ce que pourrait produire un expert. Je vous montre encore un exemple. Ce chercheur s'appelle David Baker et il est à l'origine d'une avancée très marquante en termes d'intelligence collective. Alors lui, il est biochimiste et il étudie spécifiquement la structure des protéines. Alors comprendre la structure d'une protéine, c'est un problème extrêmement complexe. Les protéines peuvent se plier, se replier dans tous les sens. Et pour voir précisément à quoi elles ressemblent, eh bien, il faut en général une puissance de calcul qui dépasse ce que les plus puissants ordinateurs modernes sont capables de faire. Et en 2010, David Baker a une idée très audacieuse pour résoudre ce problème. Il a demandé à 240 000 internautes de venir l'aider à décrypter la structure d'une protéine très complexe, qui est la protéine de Mason-Pfizer, qui est impliquée dans la contamination par le VIH, et que les biochimistes n'ont pas réussi à comprendre après 10 ans de recherche. Alors pour ça, David Baker a mis en ligne un site web qui s'appelle Foldit, et qui permet à chaque internaute, donc n'importe qui, vous ou moi, d'essayer de résoudre ce mystère en pliant et en dépliant les branches de cette protéine. Donc je vous passe les détails. Le site fonctionne à peu près comme Wikipédia, tout le monde travaille en même temps sur le même problème et chacun est libre de corriger les erreurs des participants précédents. 240 000 personnes ont participé à ce projet et en seulement 3 semaines, le collectif avait trouvé la solution que les scientifiques cherchaient depuis plus de 10 ans. Alors c'est une approche qui a fait pas mal de bruit à l'époque dans la communauté scientifique, parce que c'est une nouvelle façon de faire de la recherche, de demander à la foule de venir contribuer d'une certaine façon aux projets très pointus sur lesquels on travaille. Et ce projet a d'ailleurs fait l'objet d'une magnifique publication scientifique, publiée ici, vous la voyez dans Nature, et qui a crédité les 240 000 participants du site Foldit. Alors ces étonnantes performances collectives de la foule, on peut les voir s'exprimer même au quotidien, sous une forme peut-être un peu moins impressionnante, quand on observe le déplacement des piétons. Alors prenez un cas de figure très simple que j'ai étudié pendant mon doctorat, qui est celui du déplacement bidirectionnel. Le déplacement bidirectionnel, c'est quand vous avez un flux de piétons qui se déplace dans un sens, dans une rue commerçante par exemple, et en même temps un autre flux qui se déplace en sens opposé, d'accord ? Alors normalement, ça c'est une situation difficile à gérer parce qu'on s'attendrait à avoir des manœuvres d'évitement incessantes entre les gens qui arrivent en sens opposé, ce qui va réduire la qualité du trafic piétonnier. Mais si vous regardez ce qui se passe en pratique dans la rue, eh bien vous allez vous rendre compte que la foule arrive à s'auto-organiser pour résoudre ce problème. Le trafic piétonnier va prendre la forme de ce que j'appelle une autoroute de piétons,
où tous les gens qui se déplacent dans un sens vont occuper une moitié de la rue et ceux qui se déplacent en sens opposé vont occuper l'autre moitié. C'est comme si tous les gens s'étaient mis d'accord pour se partager l'espace disponible en quelque sorte. Et de cette manière, eh bien, on n'a plus besoin de manœuvres d'évitement et la vitesse de déplacement est maximisée pour tout le monde. Ici, vous voyez une expérience qu'on a conduite en laboratoire il y a quelques années pour étudier ce phénomène. On met des piétons au hasard dans ce couloir circulaire. La moitié des participants doivent se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre moitié dans le sens opposé. Au début, c'est un peu compliqué, les gens doivent s'éviter, la vitesse de déplacement est très faible, mais après une vingtaine, trentaine de secondes, eh bien la foule se structure spontanément en autoroute et l'efficacité du déplacement collectif est maximisée. La plupart des piétons ne se rendent d'ailleurs même pas compte de la structure globale qu'ils sont en train de former et qu'ils arrivent en fait à résoudre de manière complètement décentralisée un problème d'encombrement qui est relativement complexe à gérer. Alors, autre exemple dans les foules de piétons toujours, vous avez peut-être déjà vu ces chemins de terre qui apparaissent parfois sur les pelouses des campus ou dans les parcs enneigés. Ce sont des traces laissées dans l'environnement qui témoignent du déplacement des foules et qui vont souvent à l'encontre des routes pavées qui ont été prévues par les urbanistes qui ont conçu les lieux. Et quand on étudie les réseaux de routes qui apparaissent de cette manière, on peut le faire aujourd'hui par exemple avec des images satellites, eh bien on se rend compte qu'ils sont parfaitement adaptés à la topologie des lieux et qui vont connecter les points les plus fréquentés par les chemins les plus courts, tout en s'adaptant par exemple aux obstacles naturels ou au relief de l'environnement. Et donc le réseau de routes qui est construit à nouveau de manière complètement décentralisée par la foule, eh bien il est parfois plus efficace que celui qui peut être proposé par un expert urbaniste. Donc voilà, je pourrais comme ça continuer à multiplier les exemples et il existe même une taxonomie des différentes formes d'intelligence collective. On travaille justement sur ça avec mes collègues en ce moment et c'est des choses qu'on commence à bien comprendre aujourd'hui. Je pourrais continuer comme ça, vous délivrer un message simple, clair, vous expliquer qu'avant on pensait que les foules étaient stupides mais qu'en fait non, en réalité on est très intelligent. Mais si je faisais ça, en fait je tomberais dans l'extrême inverse en ignorant tous les cas où ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'en science, la vérité est toujours nuancée. Elle est toujours complexe et en général, elle s'accompagne toujours d'un petit ça dépend de ou ça dépend des conditions, n'est-ce pas? Et ce qu'on voit en réalité, quand on accumule les exemples d'un côté ou de l'autre, c'est que les deux visages de la foule coexistent. Elle peut se comporter de manière plus ou moins intelligente en fonction du contexte, dans certaines conditions, et elle peut se comporter de manière plus ou moins stupide dans d'autres conditions. Et moi, mon travail, justement, c'est d'essayer de trouver, de comprendre les conditions qui vont la faire basculer d'un côté ou de l'autre. Le fait que ça marche ou que ça ne marche pas est d'ailleurs souvent en rapport avec une notion très importante dont je vais parler tout de suite, qui est celle de la contagion sociale. Il se trouve que dans une foule, lorsque vous êtes entouré de gens qui font quelque chose, qui pensent d'une certaine manière ou qui ressentent une certaine émotion, eh bien vous allez naturellement avoir tendance à vous comporter de la même manière, à penser de la même façon ou à ressentir la même chose. D'accord ? On appelle ça de la contagion sociale. La foule est une sorte de miroir grossissant, un amplificateur social. Une foule de gens heureux va avoir tendance à devenir euphorique. À l'inverse, une foule de gens en colère peut provoquer une révolution. Une foule de gens inquiets peut provoquer ce genre de mouvement collectif où le seul fait de voir des gens fuir autour de vous va vous pousser à fuir à votre tour. Ici, en l'occurrence, c'était sur la place de la République à Paris, quelques jours après les attentats du 13 novembre. Donc c'est le même phénomène qu'on a vu tout à l'heure à Nice. Vous avez une foule qui est relativement inquiète de part de la proximité temporelle avec un attentat terroriste. Une personne voit ou entend quelque chose de suspect, elle se met à fuir et ce mouvement de fuite se propage de proche en proche comme un virus contagieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de contagion sociale. Et cette contagion, elle s'applique aussi bien au comportement, aux émotions ou au jugement, ce qui peut conduire parfois une foule à se comporter de manière extrême ou inadaptée. Tout ça, c'est une histoire de contexte. Vous trouvez l'émotion dominante ou la pensée dominante dans une foule et vous pouvez vous attendre à la voir s'amplifier. Cette idée de contagion sociale était très chère à un chercheur qui m'a beaucoup influencé dans mon travail, qui s'appelle Stanley Milgram. Et il l'illustre par exemple avec cette expérience sur la contagion du regard. Donc l'expérience est très simple, il a un complice qui se place dans la rue et qui regarde fixement dans une direction. Et il note que progressivement, la foule qui entoure ce complice va commencer à regarder dans la même direction. Et plus il y a de gens qui regardent, plus les chances que quelqu'un regarde à son tour augmentent. Aujourd'hui, on fait des avancées scientifiques incroyables sur ce thème de la contagion sociale. Il y a par exemple les travaux de Nicholas Christakis de l'université d'Harvard qui conduit des études sur plusieurs années qui montrent que dans un réseau social, la plupart des comportements et des émotions se propagent de proche en proche, comme par exemple le tabagisme, l'obésité, la dépression, le bonheur, l'activité sportive. Et en fait, pour un grand nombre de choses, de facteurs, on a tendance à être influencé par ce que font ou ce que pensent les gens qui nous entourent et ce qui contribue à diffuser ce comportement ou cette émotion à travers le réseau.
Et cette dynamique de contagion sociale qu'on voit ici avec les émotions ou avec les comportements, eh bien, elle s'applique aussi bien au jugement. Si on reprend le cas de l'étude de Galton sur l'estimation du poids du bœuf, mais que vous laissiez cette fois-ci les gens discuter librement avant de donner leur réponse, ce qui a été fait plus récemment dans de nombreuses études. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que certaines personnes, plus bavardes, plus convaincantes que les autres, vont progressivement influencer le reste du groupe, et ça indépendamment du fait qu'elles aient la bonne réponse ou non. Et ce qui va déterminer le jugement collectif dans ces conditions, c'est la dynamique sociale qui est en place, quel individu a le plus d'influence sur les autres, et non le jugement indépendant des membres du groupe. On a réalisé par exemple des expériences dans lesquelles des groupes d'individus qui ne se connaissaient pas auparavant devaient résoudre une série d'exercices intellectuels comme des tests de QI par exemple. Et pour chaque question, le groupe devait se concerter et donner une réponse collective commune. Eh bien, on se rend compte que certains groupes vont se structurer de manière efficace, de manière homogène, par exemple avec un temps de parole qui est bien équilibré entre les différents individus, sans que personne ne prenne le dessus sur les autres. Et ce sont ces groupes en général qui vont avoir les meilleures performances collectives. Alors qu'à l'opposé, d'autres groupes vont donner beaucoup trop d'importance à une unique personne. Et dans ce cas, la plupart du temps, les individus qui centralisent la discussion ne sont pas meilleurs que les autres, mais simplement plus bavards ou plus convaincants, ce qui a un effet négatif sur la performance collective. Et donc vous voyez que dans ce contexte, le jugement collectif n'est plus une propriété statistique qui s'appuie sur le jugement des individus, mais ça devient une dynamique sociale qui va dépendre de la nature des interactions sociales entre les gens. Alors cette dynamique sociale, elle s'applique à un petit groupe de travail comme pour les expériences dont je viens de parler, mais elle s'applique aussi à l'échelle de la foule tout entière. Il y a dans toutes les foules des individus centraux qui ont plus d'influence que les autres, qui sont plus écoutés que les autres, et qui vont donc avoir plus de facilité pour diffuser leur jugement à travers la foule. On appelle ça communément des influenceurs sur le web, mais c'est pas un phénomène qui est propre à Internet, il y a la même dynamique dans la vraie vie. Et du coup, le jugement collectif va être un simple reflet du jugement d'un unique individu influent qui s'est propagé à travers le groupe, et donc on va perdre le bénéfice du grand nombre. Alors il y a des effets de ça dans notre vie quotidienne. Je vais terminer avec une expérience très marquante que j'aime beaucoup, qui concerne la capacité d'une foule à estimer la qualité d'un produit culturel, comme un morceau de musique par exemple. Alors c'est une question essentielle parce qu'aujourd'hui sur le web, on est envahi de sites de notation. On note des restaurants, on note des vacances, des produits commerciaux, on note son médecin, on note son prof, etc. Et tout ça s'appuie sur l'idée implicite que la foule puisse être en mesure de porter un jugement mesuré et pertinent sur le monde qui l'entoure. Alors, est-ce que c'est le cas ? Il y a une expérience très marquante qui a été conduite à ce sujet par un chercheur qui s'appelle Duncan Watts, il y a une dizaine d'années. Je vais vous la décrire rapidement. Il a mis en ligne 48 morceaux de musique et il a invité une foule de 1000 participants à venir écouter les morceaux et à leur mettre une note sur une échelle de 1 à 5. À la fin de l'expérience, Duncan Watts regarde tous les 48 morceaux de musique et il constate qu'un titre, un morceau de musique, un titre en particulier, se détache des autres, un titre que la foule avait adoré, qui avait une bien meilleure note que les autres. Et il se demande pourquoi ce titre en particulier a si bien marché. Eh bien, le coup de génie de Duncan Watts, plutôt que d'essayer d'analyser la structure du morceau de musique, par exemple, a été tout simplement de recommencer l'expérience. D'accord ? Il a remis tous les compteurs sociaux à zéro, il a remercié les participants et il a engagé une nouvelle foule de participants à venir à nouveau écouter les morceaux et leur mettre des notes. À la fin de l'expérience rebelote, on retrouve un morceau qui se détache des autres, un morceau que la foule a adoré, qui a une meilleure note que les autres, sauf que ce n'était pas le même morceau que la fois précédente. Il reproduit l'expérience encore et à chaque fois c'est le même résultat. La foule tombe amoureuse d'un morceau de musique, mais un morceau différent à chaque fois. Ce qui se passe en réalité, c'est que, comme sur la plupart des sites de notation en ligne, les participants qui arrivent sur le site sont immédiatement exposés au vote des personnes précédentes. Donc en général, quand on se connecte par exemple sur Amazon, on voit tout de suite quels sont les livres, si vous voulez acheter un livre, les livres qui ont reçu les meilleurs votes, qui sont en haut du classement, et ceux qui ont reçu les moins bons votes, qui sont en bas du classement. Et c'est seulement après qu'on va rajouter notre note. Ce qui signifie que chaque votant est en réalité influencé par tous les votes précédents. Et ça crée une dynamique d'amplification où les titres qui se retrouvent par chance en haut du classement au début de l'expérience, au début de la procédure, eh bien, vont recevoir de plus en plus de notes positives et inversement, ceux qui se retrouvent en bas du classement au début vont recevoir de plus en plus de notes négatives, voire même être juste complètement ignorés. Alors il y a quand même un petit peu d'espoir parce que dans cette étude, Duncan Watts se rend compte que les très mauvais produits ne terminent jamais en haut du classement et que les très bons produits ne terminent jamais en bas du classement. Mais en dehors de cette vague tendance, écrit-il, eh bien tous les résultats sont possibles. Alors pour conclure, la foule est-elle intelligente ou pas ? Eh bien, si vous m'avez bien suivi depuis le début, vous devez commencer à comprendre maintenant que cette question, en réalité, elle n'a pas vraiment de sens, elle est simpliste, elle est mal posée,
La réalité, c'est qu'il existe au sein d'une foule des mécanismes d'amplification qui sont encore pas parfaitement compris, hein, loin de là. Et ces mécanismes peuvent conduire la foule à se comporter de manière intelligente sous certaines conditions ou plutôt stupide sous d'autres conditions. Et le défi des chercheurs, ce n'est pas de répondre à la question la foule intelligente ou stupide. Le défi des chercheurs, c'est plutôt de comprendre ces mécanismes pour pouvoir à terme les maîtriser et mettre la foule dans des conditions où elle pourra se sublimer. Voilà, alors on est encore loin de là, il reste énormément de points d'interrogation, énormément de mystères. Moi d'ailleurs, je pense que j'ai assez de travail pour m'occuper jusqu'à ma retraite. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je laisse maintenant place à la discussion. Nous voilà de retour ensemble avec Mehdi Moussaïd. Donc, nous avons visionné cette superbe intervention et nous avons une foule de questions pour vous, Moussaïd. La première nous vient de Daniel qui nous demande à partir de combien peut-on parler d'une foule? De combien d'individus? Ouais, c'est une bonne question qu'on me pose souvent. En réalité, c'est pas vraiment à partir d'un certain nombre de personnes. Une foule se définit pas vraiment par un nombre de personnes. Ça peut être un peu étonnant au premier abord. On parle plutôt d'un volume d'interaction. Parce que vous pouvez avoir 10 000 personnes qui se parlent pas et qui sont étendues dans toute une ville, par exemple. Ça va faire plus des individus isolés, plus une collection d'individualités qu'une foule. En revanche, vous pouvez avoir un nombre beaucoup plus restreint, comme 30 ou 40 personnes. Par contre, si le volume d'interaction entre ces gens, si elles discutent beaucoup les unes avec les autres, par exemple, si elles échangent des informations, est important, eh bien tout de suite, on va avoir une dynamique de foule qui va se mettre en place. Donc l'élément critique, c'est plus le volume d'interaction qu'on va mesurer physiquement, par exemple en termes de densité, en nombre de personnes par mètre carré, plutôt qu'en nombre d'individus. Très clair. Merci beaucoup. Alors, une question de Pierre-Yves. Donc, peut-on considérer l'intelligence collective pour répondre à des décisions binaires simples, par exemple dans le cadre d'un référendum, voilà, le Brexit par exemple? Oui, la plupart des études qu'on fait, on va en général s'attaquer à des problèmes simples pour commencer. Et le problème le plus simple qu'on puisse trouver en termes de décision collective, c'est vraiment la décision binaire. Est-ce que oui, non, par exemple. Et on peut tout à fait utiliser une foule pour ça. En revanche, il faut faire attention, il y a des pièges. Hein. Donc, ce que j'ai mentionné dans la deuxième partie du talk, c'est qu'effectivement, il va y avoir le piège de l'influence sociale et qu'on peut tout à fait avoir des niveaux d'influence qui sont très importants. Par exemple, pour le Brexit et d'une manière générale pour les décisions politiques ou les élections, on est plus sur une dynamique d'influence que sur une vraie décision collective en réalité. Alors, en parlant de... Merci Mehdi pour cette réponse. En parlant d'influence, il y a une question de Thomas qui revient sur l'histoire des piétons qui marchaient en cercle et qui se demandait si la répartition de la foule n'était pas plutôt aussi influencée par le code de la route et la manière dont ils l'ont appris, qui fait que du coup, ils marchent à droite, et est-ce que du coup, on observerait une différence de résultat pour des personnes qui viendraient d'un pays où ça roule à gauche? Oui, effectivement. Donc, c'est une question qu'on s'est posée immédiatement. Donc, une fois qu'on a identifié ce phénomène collectif, cette organisation collective dans les foules de piétons, et qu'on se rend compte que ça marche bien, la question qui arrive immédiatement derrière, c'est d'où ça vient, pourquoi? Et une des hypothèses qui a été soulevée, c'est que les piétons copient en quelque sorte le code de la route, donc sont influencés par le code de la route, et donc ils vont avoir tendance à s'éviter par la droite, dans un pays où on roule à droite. Et par conséquent, on va avoir cette organisation collective qui va se structurer sur la droite. C'est une hypothèse qu'on a testée. Et il se trouve qu'il y a une corrélation assez intéressante entre le côté où roulent les voitures et le côté par lequel s'évitent les piétons. Mais le problème, c'est que c'est seulement une corrélation. Il y a aussi des contre-exemples. Et ça signifie que l'hypothèse n'est pas complètement valide. Donc, vous pouvez, par exemple, regarder des images de Oxford Street en plein cœur de Londres et vous allez voir que les piétons, les foules de piétons se structurent sur la droite alors que les automobilistes roulent à gauche. Et en fait, l'hypothèse maintenant qui est la plus acceptée en science, c'est qu'il y a un mélange de plusieurs facteurs. La plupart l'élément principal, c'est une sorte d'influence sociale où les piétons vont avoir tendance à s'ajuster progressivement sur le comportement des uns et des autres. Donc, à chaque fois qu'on s'évite d'un côté et que ça marche bien, notre cerveau va retenir cette information et va avoir tendance à éviter encore du côté suivant. Et si tout le monde fait ça, eh bien, tout le monde va s'accorder sur un côté d'évitement, soit à la gauche, soit à la droite, qui sont deux côtés parfaitement équivalents à partir du moment où tout le monde a choisi le même. Et par-dessus ça, il se trouve que le code de la route vient un petit peu influencer la décision initiale et que du coup, la foule va basculer plus facilement du côté où roulent les voitures, mais que ce n'est pas systématique. Très intéressant, merci. Alors, on a énormément de questions sur cette histoire d'influence, hein, donc comment influencer la foule. Donc, Emmanuel et Olivier se demandent par exemple
déjà, comment influencer? Est-ce que c'est facile d'influencer la foule? Et puis, est-ce qu'il est possible d'échapper à cette influence? Est-ce que c'est facile? Eh bien, ça dépend énormément du contexte. C'est vraiment une histoire de contexte. Si vous êtes dans un endroit, prenons un cas extrême, presque caricatural, si vous voulez influencer la foule à sauter d'une falaise et que vous êtes le premier à sauter, personne ne va vous suivre. Parce que c'est pas cohérent, le contexte n'est pas bon, ça n'a aucun sens. Par contre, dans un contexte favorable, si vous êtes dans une foule qui est par exemple plus ou moins en colère, et qu'il y a un initiateur qui va déclencher un mouvement pour exprimer cette colère, eh bien, il va être suivi par ses voisins qui vont être suivis par leurs voisins. C'est ce qu'on voit souvent dans les moments de panique, où les foules, vous savez, où les individus vont fuir parce qu'ils suspectent un attentat terroriste, par exemple. La plupart du temps, c'est une fausse alerte. Eh bien, dans un contexte post-attentat terroriste, par exemple, une personne qui fuit va suffire à influencer tout le monde. Mais on avait le problème inverse il y a une vingtaine d'années, où souvent, quand on donne des alertes, quand le signal d'alarme se déclenche, par exemple, dans un lieu public, la plupart du temps, les gens n'évacuent pas et ils vont avoir tendance, au contraire, à s'immiscer dans l'immobilisme. Parce que le contexte n'est pas, disons, cohérent avec un moment où il faut évacuer. Et donc, ça va être plus ou moins facile ou plus ou moins difficile au point de vue inverse, en fonction du contexte. Et si les choses sont cohérentes, eh bien, il suffira d'une petite étincelle, d'un petit déclencheur pour entraîner tout le monde dans un sens ou dans un autre. Alors, une question maintenant de Jean-Michel. Quelles seraient les déclinaisons pratiques que vous voyez dans la modélisation des comportements de foule? Comment on peut translater ça au monde réel De l'entreprise, Ouais. par exemple. et de l'entreprise, oui, par exemple? Il y en a énormément. Il y en a tellement que parfois ça me donne un peu le vertige sur l'implication de ces recherches. Des choses très pratiques, très concrètes. C'est la gestion des flux piétonniers. Donc ça, c'est des choses qu'on voit très souvent. Donc le comportement de foule le plus facile à modéliser, c'est le déplacement des foules, le déplacement des piétons. Plus difficile, c'est le jugement des piétons, mais celui qui est le plus facile à modéliser, c'est le déplacement. Et ça, on s'en sert très bien. On a des modèles qui permettent de faire des simulations. Les simulations nous permettent de faire des prédictions, des prévisions. Et donc, typiquement, les organisateurs des grands rassemblements, par exemple un festival, vont se servir de ces simulateurs pour prévoir où vont se déplacer les gens et si, par exemple, il y a un risque de bousculade. Ce sont le genre de simulateurs qu'on a utilisés, par exemple, pour aider à l'organisation du pèlerinage musulman à la Mecque, pour réduire la fréquence des catastrophes qui se produisent et des bousculades. Et ce sont des choses qui marchent relativement bien. Donc ça, c'est un exemple appliqué qui est vraiment très concret, utiliser la modélisation du déplacement. Pour la modélisation des jugements, des comportements et des émotions, c'est un peu plus complexe. Les recherches sont en cours. C'est une discipline qui est jeune, qui est récente, donc il y a encore assez peu de choses. Mais il est possible, par exemple, d'extraire des données depuis les réseaux sociaux, en particulier Twitter, qui a des données ouvertes, et de mesurer jour après jour comment l'opinion des gens va changer en fonction de l'opinion de leurs voisins. Une fois qu'on a ces données, on peut les modéliser et même avoir des simulateurs, faire des sortes de prévisions météo d'opinion collective. Alors, ça marche pas très bien, ça marche à très court terme, mais disons que les recherches sont en cours et moi, personnellement, ça me donne un petit peu le vertige de me dire qu'on, à mon avis, va être capable de prédire comment évolue une opinion collective dans les heures, les jours, les mois à venir, avec un degré de précision qui est, disons, scientifique. Très intéressant. Alors, nous avons une question sur la contagion sociale et globalement la contagion d'une foule. Est-ce qu'il y a des individus qui sont moins sensibles à la foule, enfin à cette contagion, à cette manipulation, si on peut appeler ça comme ça? Est-ce que vous avez un... Oui, partout, tout le temps, il va y avoir une forme de distribution de sensibilité sociale en quelque sorte. Ne serait-ce que pour la structuration du trafic piétonnier. À chaque fois, c'est les exemples les plus simples qu'on utilise parce qu'un déplacement, c'est facile à mesurer. Pour la structuration du trafic piétonnier, quand vous avez cette autoroute de piétons qui se met en place avec les deux flux qui se déplacent proprement, chacun qui occupe une moitié de l'espace, il y a toujours une poignée d'individus qui va aller à contresens, par exemple. Quand il y a un mouvement de fuite, un mouvement de panique, il y a toujours une personne qui va rester debout sans bouger au milieu de la foule. Donc il y a effectivement des individus qui vont résister, qui sont très minoritaires. Alors, nouvelle question d'Eric, qui constate qu'il n'y a pas d'exemple dans la présentation concernant le vote. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'études sur le sujet? Est-ce que vous avez choisi de ne pas aborder ce sujet? Non, c'est juste que c'est un cas de figure qui est très complexe. Donc,
Nous, ce qu'on fait en laboratoire, ce sont des expériences de vote très simples où il y a une bonne réponse, par exemple, alors que pour une élection présidentielle, il n'y a pas de bonne réponse objectivement. On sait qu'il y a une bonne réponse. On a des individus, des participants donc qui viennent voter, qui vont poser un avis sur une des deux options ou une des options disponibles. Et ensuite, on va voir si la majorité a raison ou tort. Et puis, on peut essayer d'avoir des traitements expérimentaux pour voir dans quelles conditions ça marche plus ou moins bien. Ça, c'est des cas de figure extrêmement simples. Le monde est beaucoup plus complexe. Donc, comme je le disais, une des dimensions qui rend les choses complexes, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. On ne sait pas si, même a posteriori, on ne sait pas si le fait d'avoir voté pour ce président plutôt que celui-là aurait été une meilleure option pour la foule. C'est impossible de le savoir, d'une part. Et d'autre part, parce qu'il y a cet énorme monstre derrière qui est celui de l'influence sociale, qui est un thème de recherche extrêmement profond, extrêmement riche, où il est extrêmement difficile de voir qui a influencé qui dans un vote particulier. Et ça rend les connaissances en fait relativement pauvres à l'heure actuelle. Mais dans le cas d'un vote, si tout le monde a en tête une élection présidentielle par exemple, ce qui joue le plus, c'est cette dynamique sociale, cette dynamique d'influence sociale. Et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre et à modéliser. Très clair. Encore une question de Thomas qui nous demande pour la contagion sociale, est-ce qu'elle facilite plus facilement le complotisme ou les théories du complot plutôt que la rationalité? Oui et non. Donc, d'une manière générale, cet effet de contagion sociale va être favorisé par un contexte favorable. Donc ça, c'est toujours le cas. Hein. Si vous avez des gens heureux, la contagion sociale va se faire plutôt vers l'euphorie. Si vous avez des gens en colère, elle va se faire plutôt vers, disons, la révolution, ce genre de choses. Il y a un autre élément, en revanche, qui va être en faveur du complotisme, même si ce n'est pas complètement cohérent. C'est le fait qu'il y a des informations qui circulent plus facilement que d'autres au sein d'un réseau. Et il y a des études très riches qui ont été faites à ce sujet, qui montrent qu'entre une information fausse et une information vraie, eh bien, l'information fausse va avoir tendance à se propager beaucoup plus facilement et beaucoup plus profondément dans un réseau social qu'une information vraie. Et la raison pour cela, c'est tout simplement qu'une information fausse va être en général beaucoup plus simple. Elle va être parfois même simpliste, elle va être un peu sensationnelle, elle va faire appel à des émotions assez simples. Et par conséquent, les choses vont se propager plus facilement au sein d'un réseau quand c'est le cas et donc quand c'est une fausse information. Aujourd'hui, on est capable d'identifier la véracité d'une information, savoir si elle est plutôt vraie ou plutôt fausse, uniquement en regardant comment elle se propage, sans même regarder le contenu de l'information. On ne sait même pas de quoi ça parle, on regarde juste la façon dont elle se propage, et juste en regardant cela, on peut en tout cas attribuer des probabilités en disant que cette information est plutôt fausse ou plutôt vraie, juste parce qu'elle se propage différemment. Et d'ailleurs, une question, vous avez évoqué à un moment des lynchages que l'on voit assez régulièrement d'ailleurs sur les réseaux sociaux, etc. Il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un lynchage comme ça avec une foule numérique? Une fois que c'est parti, c'est difficile à arrêter. La meilleure chose à faire, c'est pareil pour tous les mouvements collectifs, en fait, c'est plutôt la prévention, c'est-à-dire essayer d'identifier le contexte. Pareil, les lynchages, ils se font pas dans n'importe quel contexte. En général, on va atteindre un contexte d'une minorité qui va défendre des droits, par exemple, ou de quelqu'un qui va se mettre à l'encontre d'une tendance sociétale globale, que ce soit, je sais pas, l'égalité homme-femme ou ce genre de choses, ou la religion, par exemple. Et c'est plus en termes de prévention, c'est des choses qu'on pourrait essayer d'anticiper. Une fois que c'est parti, c'est difficile. Disons que pour faire simple, le conseil, ce serait pas de ne pas mettre d'huile sur le feu, parce que quand on a ce genre de mouvement collectif qui commence et qu'on essaye au contraire de l'arrêter par la force, ça peut que exploser et aller encore plus dans l'autre sens. Alors que le silence est plutôt, disons, c'est ça, éviter de mettre de l'huile sur le feu, c'est quelque chose qui fonctionne un peu mieux, disons. Encore que, de toute façon, la meilleure façon, c'est plus dans la prévention. Une dernière petite question pour la fin, très rapidement. Quels sont vos sujets de recherche actuels, du coup, plus précisément que les facteurs qui influencent la rationalité ou non de la foule? Concrètement, quel est votre sujet de recherche actuel?
En ce moment, par exemple, je suis en train d'étudier les mouvements de panique qui se produisent dans un contexte d'attentat, qui sont en général des fausses alertes, hein. J'ai montré quelques exemples dans la présentation. Et on se pose les questions de savoir si combien de temps va durer cette sensibilité de la foule aux fausses alertes et aux informations suspicieuses après un attentat. Donc, si on imagine qu'il y a eu un attentat, on peut s'entendre tout de suite à avoir des foules qui sont plus réactives et donc plus avoir tendance à produire des fausses alertes. Combien de temps ça dure? Est-ce que ça dépend de l'intensité de l'attentat? Est-ce que ça dépend de la fréquence? Et d'une manière générale, est-ce que c'est si irrationnel que ça? Est-ce que, en fait, les gens ont raison de fuir parce que justement la probabilité pour qu'il y ait un nouvel attentat dans les jours qui suivent est importante? Et donc, on se ramène toujours à cette question de rationalité où, en fait, quand on juge un mouvement de panique après une fausse alerte, on a tendance à considérer que c'était stupide. Mais en réalité, est-ce que c'est si stupide que ça? Est-ce que la foule n'est pas juste en train de prendre des précautions qui sont nécessaires? Excellent, merci beaucoup Mehdi Moussaïd d'avoir été avec nous en duplex depuis Berlin, c'était passionnant. Je rappelle votre ouvrage Fouloscopie que vous pourrez retrouver bien sûr sur la médiathèque de